Bonjour et bienvenue pour cette analyse approfondie. Aujourd'hui, on se penche sur une figure majeure, vraiment majeure, de l'histoire intellectuelle, Ibn Khaldoun. On le voit souvent comme un pionnier de la sociologie, de la philosophie de l'histoire. Il est né au XIVe siècle à Tunis et son œuvre la plus connue, surtout son introduction, la Muqaddimah, elle est pleine d'analyses, d'idées qui, franchement, frappent par leur modernité. On va explorer ensemble les concepts clés qu'on a pu extraire des documents. Oui, tout à fait. L'objectif, c'est de décortiquer un peu ces théories sur le pouvoir, la société, et puis ces fameux cycles de l'histoire dont on parle tant. Pour essayer de saisir pourquoi ce penseur, bon, disparu il y a plus de 600 ans, continue d'intriguer et d'influencer la pensée dans le monde entier. Alors, allons-y. Qui était Ibn Khaldoun? Quelle est la substance de sa pensée? Sa vie, déjà, on dirait que c'est une clé pour comprendre, non? Abdarrahman ibn Khaldoun, donc, XIVe siècle, une époque de grands changements. Il a beaucoup bougé. Tunis, sa ville natale, l'Algérie, le Maroc aussi, et puis il finit sa vie en Égypte. Exactement. Et c'est essentiel de comprendre qu'il n'était pas juste un théoricien dans sa tour d'ivoire. Sa vie, elle est marquée par une implication directe dans les affaires publiques. Il a été juriste, il a été juge cadi, comme on dit, plusieurs fois. Ah oui. Oui, et il a même été Rajib, un poste hyper influent, un peu comme un premier ministre ou un chef de cabinet auprès de différents souverains. Donc cette immersion au cœur du pouvoir, ça a forcément nourri sa réflexion sur les mécanismes du pouvoir, quoi. On imagine bien, oui. Cette expérience de terrain, ça a dû être fondamental. Et son grand projet intellectuel alors? On parle souvent du Kitab al-Ibar. Alors, son ambition première, c'était de rédiger une histoire universelle, le Kitab al-Ibar. On pourrait traduire ça par le livre des exemples ou peut-être des leçons. Au début, il se concentrait sur l'histoire des dynasties berbères et arabes d'Afrique du Nord, une région qu'il connaissait très très bien. Mais ça a pris de l'ampleur, j'ai l'impression. Il s'est pas arrêté à l'Afrique du Nord. Ah non, son projet s'est carrément élargi. Il a inclus l'histoire des dynasties égyptiennes, comme les Fatimides par exemple, qui l'intéressaient parce qu'ils venaient d'Ifriqiya, la Tunisie actuelle. D'accord. Mais aussi, Ayobide, il était fasciné par Saladin, par son rôle dans la restauration du sunnisme en Égypte. Et puis, bien sûr, les Mamelouks, qui régnaient à son époque, mais qui montraient déjà, selon lui, des signes d'essoufflement. Et les sources disent même qu'il s'est intéressé à l'Europe. C'est assez remarquable pour l'époque, ça. Oui, sa position, sa curiosité intellectuelle, ça lui donnait accès à des infos sur les pays des Roums, l'Europe chrétienne. Donc il a intégré des éléments sur l'histoire européenne. Son livre, c'est devenu une somme énorme, qui touche aussi à la géographie, au droit, même à l'astronomie, aux généalogies. Un vrai travail encyclopédique. Et c'est là qu'arrive la Muqaddimah. Il s'est dit que les leçons importantes allaient se perdre dans tout ça. C'est exactement ça. Ibn Khaldoun, c'était un esprit très analytique. Il a compris que les principes fondamentaux, les ibars, les leçons quoi qu'il voulait extraire, elles seraient difficiles à voir dans cette masse d'infos du Kitab Ibar. Hmm. Du coup, il a décidé d'écrire une introduction séparée, une sorte de, on pourrait dire, discours de la méthode pour l'histoire et la sociologie, pour présenter ses idées clés sur la société, le Umran, le pouvoir, le Moulk et les lois de l'histoire. Et l'ironie, c'est que cette intro a complètement éclipsé l'œuvre principale. C'est elle qui est devenue célèbre et super influente. D'accord. Bon, alors explorons cette fameuse Muqaddimah. Sa théorie centrale, ça tourne autour du pouvoir, le Moulk, et d'une vision cyclique de son évolution. C'était quand même audacieux pour l'époque, non? De proposer des lois générales là où beaucoup voyaient juste des événements isolés. C'est un point absolument crucial. Pour Ibn Khaldoun, le pouvoir, le Moulk, c'est la clé pour comprendre l'histoire. Et il observe, de façon assez réaliste, que l'accès au pouvoir et son maintien, c'est le plus souvent lié au conflit. Il nie pas qu'il y ait d'autres formes, mais le conflit lui semble majeur dans l'histoire humaine. Et il identifie un conflit particulier comme étant vraiment structurant. Oui, un conflit fondamental entre deux modes de vie. D'un côté, la vie en ville, la civilisation urbaine, complexe, qu'il appelle l'Umron ou Tamadoun, et de l'autre, ce qu'il appelle la Badawa. Bah, d'abord, on pense tout de suite aux bédouins, aux nomades. Mais c'est plus large que ça chez lui, c'est bien ça. Absolument. Faut surtout pas faire une traduction trop limitée. La Badawa chez Ibn Khaldoun, ça englobe toutes les formes de vie qui sont pas citadines, qui sont plus proches de la nature, souvent plus dures. Les nomades éleveurs, oui, bien sûr, mais aussi les paysans sédentaires dans les campagnes, les montagnards. D'accord.
En gros, tous ceux qui vivent en dehors de la complexité et du confort relatif des grandes villes. Pour lui, la tension entre ces deux mondes, Badawa et Omran, c'est un moteur de l'histoire. Et c'est dans ce terreau de la Badawa, cette vie plus rude, qu'émerge son concept le plus célèbre, la Sabiya. Les sources insistent, c'est difficile à traduire. C'est pas juste la solidarité. Non, solidarité, c'est un peu faible, je trouve. La Sabiya, c'est plus intense, c'est plus viscéral. C'est pas non plus la nervosité, attention. C'est une cohésion de groupe hyper forte, un esprit de corps quasi indestructible, un dévouement total au groupe qui se forge sur plusieurs générations. Et cette force, elle naîtrait des difficultés même de la vie Badawa. C'est l'idée centrale d'Ibn Khaldoun. Le besoin vital de compter les uns sur les autres face aux dangers, à la précarité, aux ennemis, ça soude le groupe. L'interdépendance, elle est constante, elle est immédiate. Et cette asabiya, ça donne au groupe une force collective, une capacité d'action ensemble et une endurance qui sont remarquables. La traduction « esprit de corps », c'est peut-être ce qui s'en approche le mieux en français, lui. Très clair. Alors, comment cette asabiya s'intègre dans sa vision cyclique de l'histoire? On a l'impression d'un mécanisme presque inévitable. De leur asabiya. Ils sont attirés par les richesses et le mode de vie des villes, l'Umran. Oui, l'attraction classique vers les centres de pouvoir, de richesse. Tout à fait. Et leur cohésion, leur courage, forgé dans l'adversité, ça leur donne un avantage militaire et politique sur les gens des villes, dont la Sabiya s'est affaiblie. Ça, c'est la phase de conquête. La force brute et la cohésion qui l'emportent sur le raffinement urbain, en quelque sorte. C'est l'idée. Troisième étape, Khaldoun. Une fois qu'ils sont maîtres de la ville, les conquérants s'installent au pouvoir. Mais, petit à petit, ils adoptent le mode de vie urbain, le luxe, la complexité administrative. Ils s'éloignent des conditions difficiles qui ont fait leur force au départ. L'embourgeoisement, on dirait aujourd'hui. On pourrait dire ça, oui. Et ce changement de mode de vie, ça ronge leur asabiya d'origine. La solidarité du début se perd, la discipline se relâche. Ibn Khaldoun pense que ce processus prend environ 4 ou 5 générations pour vraiment affaiblir le groupe qui dirige. Et pendant que les élites s'affaiblissent en ville, Pendant ce temps-là, dans les zones de Badawa, il y a d'autres groupes qui sont en train de forger ou de renforcer leur propre asabiya. Ils deviennent les nouveaux challengers, si on veut. d'accord. Et à la fin, ces groupes pleins de vigueur finissent par renverser les dirigeants affaiblis. Et hop, le cycle recommence. Cette vision cyclique, elle a un côté assez déterministe, c'est vrai, voire pessimiste sur la capacité d'une civilisation à durer, quoi. Pourquoi ce déclin semble inévitable une fois qu'on atteint le stade urbain, l'Umran? Les sources parlent de 2 niveaux d'explication, il me semble. Oui, on peut distinguer une interprétation qu'on pourrait qualifier de sociologique et une autre, plus profonde, qui est d'ordre philosophico-religieux. Commençons par la sociologique. C'est la ville elle-même qui corrompt, en gros. Dans cette perspective, oui, c'est la nature même de la vie en ville, quand elle est avancée, Tamadoun, qui sape l'asabiya. La division du travail qui pousse à l'individualisme, la sécurité garantie par l'État, qui diminue le besoin de solidarité immédiate, le luxe, tarf, qui amollit les mœurs et détourne des buts collectifs. La complexité même de la ville finit par dissoudre les liens forts du début. C'est une idée qu'on retrouve souvent, cette opposition entre une nature idéalisée, vertueuse, et une ville corruptrice. Mais Ibn Khaldoun va plus loin, semble-t-il. Les sources mentionnent un lien avec le concept coranique d'amana. L'amana, cette idée de dépôt, de responsabilité que Dieu aurait confiée à l'humanité, comment ça s'articule avec le cycle des dynasties, ça? Alors, dans cette lecture, l'amana principale confiée à l'homme, c'est la raison. C'est la capacité de discerner pour faire le bien, pour répandre la connaissance. Et la vie urbaine, avec son luxe excessif, ses distractions, sa potentielle décadence morale, eh bien elle risquerait d'affaiblir la volonté collective d'une société à porter cet amana, à rester fidèle à cette mission éthique et intellectuelle. Donc une société qui n'arrive pas à maintenir ce cap moral et intellectuel perdrait sa légitimité et sa force. C'est ça l'idée. Elle perdrait sa vigueur profonde, son asabiya au sens large, pas seulement militaire, et elle serait alors destinée à être remplacée par un autre groupe. Un groupe porteur d'une nouvelle énergie morale, d'une asabiya renouvelée, plus apte, au moins pour un temps, à assumer cette responsabilité. Attention, il ne dit pas qu'un individu ne peut pas être vertueux en ville, mais que la dynamique collective de la société urbaine tend vers cet affaiblissement moral, et donc politique. C'est puissant comme idée. D'où est-ce qu'il tire tout ça? On sent un esprit qui fait une synthèse de plein d'influences. Le soufisme, par exemple, on en parle souvent le concernant. Une influence, c'est vrai. Un de ses maîtres, Ibn al-Ratib, était soufi.
Ibn Khaldoun lui-même semble sensible à l'idée qu'il y a des significations cachées, des bawatines derrière les événements visibles, les vawahir. C'est une posture qu'on retrouve chez certains soufis. Ils respectaient aussi des pratiques comme le dzikr, la remémoration de Dieu. Mais faut nuancer. Quand il était en Égypte, il a critiqué certaines confréries soufis et il a aussi marqué ses distances avec la pensée d'Ibn Arabi, qui est quand même une figure majeure du soufisme spéculatif. Donc oui, une influence probable qui éclaire peut-être sa vision de la mana, mais il ne s'inscrit pas complètement dedans. Il garde une distance critique. Et par rapport à l'héritage philosophique grec, celui transmis par les grands penseurs musulmans comme Averroès ou Avicenne, les falasifa. Il connaissait cet héritage, ça c'est sûr. Il cite Aristote, il cite les phalasifa, mais ils ne partagent pas leur admiration quasi inconditionnelle pour la philo grecque, contrairement à un Averroès par exemple. Son ton est plus distant, et en plus, il semble assez marqué par Al-Ghazali, qui lui avait une position beaucoup plus critique vis-à-vis de certaines conclusions de la philosophie hellénisante, qu'il jugeait incompatibles avec la révélation. Donc là encore, on voit qu'il connaît, qu'il utilise, mais qu'il se soumet à aucune école. Ce qui fait de lui un penseur particulièrement original. On le compare souvent à Machiavel, qui va écrire un siècle et demi plus tard. Est-ce que la comparaison tient, au-delà des coïncidences de parcours, la proximité du pouvoir, puis le retrait? Oui, les parallèles existent, c'est ça qui explique la comparaison. Tous les deux ont une expérience directe de la politique, ils écrivent dans une période de retrait relatif, ils adoptent un ton réaliste, analytique, pour décortiquer les mécanismes du pouvoir. Mais les différences sont quand même profondes. Machiavel, dans Le Prince, il met l'accent sur le rôle de l'individu exceptionnel, le prince qui a la vertu, qui est capable de modeler l'histoire. Son but est politique immédiat. Il donne des conseils pour unifier l'Italie. La stratégie militaire, l'ère de la guerre, ça l'intéresse énormément. Alors qu'Ibn Khaldoun, lui, s'intéresse plus aux grandes tendances, aux lames de fond, qu'aux exploits individuels. Exactement. Ibn Khaldoun, il se concentre sur les forces collectives, sur les dynamiques socio-historiques qui dépassent les individus, même les plus grands. L'Asabiyya, le cycle Badawa-Umran, ce sont des phénomènes de groupe sur le temps long. Il n'écrit pas un manuel pratique pour un souverain spécifique en vue d'une action politique immédiate. L'aspect militaire, ça l'intéresse moins comme tactique que comme manifestation de l'Asabiyya d'un groupe donné. Abordons maintenant un aspect qui est particulièrement frappant dans les sources Ibn Khaldoun, sa capacité à anticiper des évolutions historiques majeures. C'est assez bluffant, quand même. Ah oui, c'est sans doute un des aspects les plus stupéfiants de son œuvre. À la fin du XIVe siècle, il pose un diagnostic, ce qu'il appelle la fin du pouvoir des Arabes, Moulk al-Arabe. Qu'est-ce qu'il entend par là? C'est pas la fin de la présence arabe, évidemment. Non, bien sûr que non. Mais il observe un basculement du leadership politique et militaire dans le monde musulman de son époque. En Afrique du Nord, il voit les dynasties berbères prendre le dessus. En Égypte et en Syrie, ce sont les Mamelouks, qui ne sont pas arabes, qui sont au pouvoir. Même en Andalousie, dont la chute finale n'aura lieu qu'un siècle plus tard avec Grenelle en 1492, il perçoit déjà un déclin irréversible du pouvoir politique arabe-musulman. D'accord. Il anticipe que la direction du monde musulman est en train de passer à d'autres groupes, berbères, mamelouks, et surtout, il pointe déjà vers les Ottomans, parce qu'il estime que leur asabiyya est plus forte, plus dynamique. Et cette anticipation sur les Ottomans, elle est particulièrement précoce et précise, c'est ça? Extrêmement. Alors qu'il vit en Égypte sous les Mamelouks finissants, il identifiait les Ottomans, qui sont encore une puissance en Anatolie assez loin géographiquement, comme la menace principale pour le sultanat mamelouk. Il écrit ça environ 150 ans avant que les Ottomans ne conquièrent effectivement l'Égypte en 1517. C'est une prédiction qui découle directement de son analyse comparative des assabias des uns et des autres. C'est remarquable de lucidité. Est-ce qu'il y a d'autres exemples de cette prescience? Oui, une autre intuition tout aussi étonnante pour l'époque, ça concerne l'Europe. À partir des informations qu'il arrive à glaner sur les pays des Roums, il observe l'émergence de centres de savoir dynamiques, un intérêt qui grandit pour les sciences, la philosophie et une affluence d'étudiants. Il pense sûrement aux premières universités. Et il en déduit que le centre de gravité de la civilisation et du savoir, après avoir été longtemps dans le monde islamique, qu'il voit en relatif déclin, est en train de basculer vers le nord, vers l'Europe. C'est une intuition géopolitique et culturelle d'une portée considérable au XIVe siècle. Face à un penseur pareil, comment ces idées ont-elles voyagé et comment ont-elles été reçues? On imagine que ça n'a pas été simple ni linéaire. Le parcours est effectivement assez sinueux et intéressant.
paradoxalement, ce sont d'abord les Ottomans qui vont le redécouvrir sérieusement. Mais assez tard, au XVIIIe siècle, quand ils sentent leur propre puissance décliner face à l'Europe, des intellectuels et des hommes d'État ottomans vont chercher dans la Muqaddimah des clés pour comprendre les mécanismes de l'ascension et du déclin, notamment cette perte de la Sabilla. Puis vient l'intérêt européen, notamment français, au XIXe siècle, c'est ça? C'est ça, l'intérêt français au départ, il est lié à la conquête de l'Algérie. Les administrateurs, les militaires, ils cherchent des outils pour comprendre les sociétés nord-africaines qu'ils sont en train de coloniser. Mais même dans ce contexte de domination, et malgré une certaine condescendance parfois, beaucoup reconnaissent la profondeur de l'analyse d'Ibn Khaldoun. Mais cet intérêt français ne s'est pas limité à une lecture purement coloniale? Non, heureusement. Plus tard, au tournant du XXe siècle, des historiens et des sociologues français vont voir dans ces concepts une portée plus universelle. Certains vont même essayer d'appliquer sa grille de lecture cyclique à des phénomènes européens, comme l'ascension et la chute de Napoléon par exemple. L'idée qu'il a découvert des lois générales de l'histoire commence à faire son chemin. Des sociologues allemands feront un peu pareil pour analyser des empires comme celui des Habsbourg. Et comment ça s'est passé dans le monde anglo-saxon? Il a l'air très étudié aujourd'hui. Oui, alors là, l'influence décisive, elle vient de l'historien britannique Arnold Toynbee, au milieu du XXe siècle. Toynbee, dans sa grande étude de l'histoire, il vénérait littéralement Ibn Khaldoun. Il le considérait comme un maître absolu, le plus grand esprit de son temps. Il a énormément fait pour diffuser ses idées, notamment l'interprétation plus philosophico-religieuse de l'histoire, celle liée à la mana, dans le monde universitaire anglo-saxon, via Oxford surtout. Des figures comme Albert Hourani ont été profondément marquées par cette lecture, et ça a vraiment installé Ibn Khaldoun au panthéon des grands penseurs de l'histoire. Et dans le monde arabe lui-même, en Égypte où il a fini sa vie, il a fallu aussi le redécouvrir? L'influence a été peut-être plus souterraine, mais continue. Déjà au début du XIXe siècle, Mohamed Ali Pacha, le grand modernisateur de l'Égypte, avait fait faire une traduction turque de la Muqaddimah pour son usage personnel, ce qui montre son intérêt. Plus tard, des réformateurs comme Rifa'a al-Tartawi l'ont cité. Au XXe siècle, le grand intellectuel égyptien Taha Hussein lui a consacré des travaux importants. Il admirait sa méthode tout en étant plus mesuré que Toynbee sur son rôle de fondateur unique de la sociologie. Et un fait intéressant aussi, certains courants nationalistes ou anti-occidentaux du début du XXe siècle ont repris sa fameuse formule sur « le vaincu imitant toujours le vainqueur » pour critiquer ce qu'ils voyaient comme une aliénation culturelle face à l'Europe. Bon, finalement, après avoir exploré sa vie, sa pensée si riche et sa réception complexe, qu'est-ce qui reste pertinent pour nous aujourd'hui? Est-ce qu'on peut encore parler d'Azabiyya ou de cycle Badawi-Umran au XXIe siècle? C'est la question essentielle, oui. Transposer directement son vocabulaire et ses cycles à nos réalités d'aujourd'hui, ce serait sans doute hasardeux, et même anachronique. Les formes de cohésion sociale, les rapports entre centre et périphérie, la nature même du pouvoir, tout ça a profondément changé avec les États-nations, la mondialisation, la technologie. Cependant, la force de sa démarche intellectuelle, elle, demeure. Sa capacité à penser en termes de dynamique collective, à chercher les causes profondes derrière les événements, à analyser les cycles de montée et de déclin des pouvoirs, même si les formes de ces pouvoirs changent, ça reste une source d'inspiration. Oui, c'est vrai. Son insistance sur l'importance d'une forme de cohésion sociale ou de projet commun pour qu'une société soit vivante, ça résonne encore aujourd'hui. Et sa lucidité pour identifier les tendances lourdes, les basculements géopolitiques sur le long terme, ça reste une leçon de méthode. Ce qui est frappant aussi, c'est cette posture d'indépendance intellectuelle qu'il avait. Il n'écrit pas pour flatter les puissants, ni pour s'inscrire dans un courant à la mode. Il observe, il analyse, quitte à arriver à des conclusions qui pouvaient être pessimistes ou dérangeantes pour son époque. Il y a une intégrité remarquable là-dedans. C'est tout à fait juste. Ce souci de comprendre les mécanismes profonds, sans complaisance, c'est peut-être ça son héritage le plus précieux, au-delà même du contenu précis de ses théories. Il nous rappelle l'exigence d'une pensée critique, autonome, qui se fonde sur l'observation rigoureuse du réel. Et pour conclure, peut-être une question à méditer. Dans notre monde actuel, qui est traversé par tant de crises, de reconfiguration rapide des équilibres, d'émergence et de doutes, est-ce qu'on ne peut pas discerner, sous des formes nouvelles, bien sûr, des échos de ces dynamiques khaldouniennes? Est-ce qu'on voit apparaître de nouvelles formes d'asabiyya idéologiques, numériques, communautaires, qui seraient capables de soulever des groupes? Est-ce qu'on assiste, peut-être sans en mesurer toute la portée, à des déplacements de centres de gravité civilisationnels comparables à ceux qu'il avait su identifier il y a plus de 6 siècles?
Voilà une réflexion stimulante pour terminer notre exploration. Merci beaucoup de nous avoir éclairés sur la pensée si riche d'Ibn Khaldoun et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis.